Merci beaucoup de cette invitation. Myriam, ne t'offusque pas du débordement. C'était très intéressant. Je pense que, comme l'année dernière, en fait, nos présentations sont un peu intimement liées parce que, veut pas, Myriam avait accès à des dossiers de coroner pour son projet de recherche. Alors, il y a certains éléments qui vont certainement se relier. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui de faire un survol du contenu du deuxième rapport annuel du comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du bureau du coroner. C'est un rapport tout neuf qui a été rendu public il y a une semaine de cela et qui concerne spécifiquement des décès d'enfants en contexte de violence conjugale. Puisque le rapport est encore tout chaud, je m'excuse vraiment là, de ne pas avoir de présentation PowerPoint, puis j'espère que cette allocution saura garder votre intérêt. Je m'excuse aussi de ne pas pouvoir être présente avec vous. Mon emploi du temps, mon horaire me l'empêchait, mais ce sera pour une prochaine fois, j'espère. Je voudrais prendre d'abord quelques minutes, comme j'ai fait l'année dernière, puis je m'en excuse là, si c'est de la répétition pour certains, mais en même temps, je pense que c'est important d'en parler, de vous parler vraiment du travail de coroner, puisque c'est le travail de coroner qui est vraiment à la base des événements que le comité analyse à chacun des cycles de ses travaux. Alors, qu'est-ce qu'un coroner et qu'est-ce qu'il fait? Donc, un coroner, on ne va pas à l'école pour devenir coroner. Essentiellement, les coroners ont à la base soit une formation de médecin, d'avocat, de notaire. Et c'est tout nouveau. Les ingénieurs, les pharmaciens et les infirmières vont pouvoir aussi être nommés coroners. Alors, un coroner, qu'est-ce que ça fait? C'est appelé à ouvrir une investigation lorsqu'un décès violent ou obscur lui est signalé. Son mandat lui demande de répondre à 5 questions précises. Donc, l'identité d'abord de la personne décédée, quelle est la date de son décès, quel est le lieu de son décès et quelles sont les causes et les circonstances du décès. Alors, tous les rapports de coroner et toutes les investigations sont bâtis sur cette prémisse-là. Le coroner a des pouvoirs importants qui lui sont conférés de par sa loi constitutive qui s'appelle maintenant la loi sur les coroners. Jadis, avant le 1er novembre, c'était la loi sur la recherche des causes et circonstances des décès. Et les pouvoirs qu'il a sont pour l'aider à recueillir les documents et les informations nécessaires pour les fins de son mandat. Il est important de savoir qu'un coroner n'a aucun pouvoir, de par sa loi constitutive, pour obtenir de l'information en lien avec une personne qui n'est pas décédée. Alors ça, c'est une limite. Tout à l'heure, là, Myriam vous a parlé de certaines limites de ses travaux de recherche et parce qu'elle a accès évidemment au dossier du coroner, il faut comprendre qu'un coroner, quand il fait une investigation, ce qu'il révèle dans un rapport qui est public sont vraiment des informations en lien avec la personne décédée et les informations en lien avec des personnes qui gravitent autour de la personne décédée, ce ne sont pas des informations que le coroner peut avoir et ce ne sont certainement pas des informations qu'il peut dévoiler dans un rapport qui est public parce qu'il peut à ce moment-là porter atteinte à la vie privée de quelqu'un d'autre. Jadis, il y avait une pratique au bureau du coroner dans les dossiers d'homicide, puis on en voit évidemment beaucoup en contexte de violence conjugale, de faire une investigation très succincte. Et le but de ça était pour ne pas nuire à un processus judiciaire qui était en cours et qui pouvait s'étendre sur plusieurs années. Alors, ceci explique peut-être les très courts rapports de coroner que vous avez peut-être lus dans le passé. Depuis janvier 2019, il y a une directive interne qui demande au coroner d'attendre la fin du processus judiciaire si possible, parce qu'une investigation complète pourrait peut-être mener à des recommandations pour éviter un tel événement dans le futur. Cette directive vient, elle aussi, d'être cristallisée dans la loi sur les coroners qui est entrée en vigueur, comme je vous ai dit, le 1er novembre dernier. Quant au comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du bureau du coroner,
c'est un comité qui a vu le jour au début de 2018. C'est un comité qui est né de la volonté commune du coroner en chef de l'époque et du ministre de la Sécurité publique de l'époque de réunir des gens ayant une expertise reconnue sur cette problématique sociétale et provenant de divers ministères, organisations, avec la mission de mieux la comprendre pour mieux la prévenir. Alors, Myriam fait partie de ce comité. J'ai aussi vu parmi les noms, là, M. Pierre Bernard, qui est avec nous aujourd'hui, qui fait aussi partie du comité. Le mandat du comité est de procéder à l'étude d'un certain nombre de dossiers de coroner pour la période avant 2018 et de revoir tous les dossiers des coroners pour lesquels il ou elle a terminé son investigation à partir de 2018. Et ceci afin de dégager les principaux constats et enjeux systémiques reliés au décès dans un contexte de violence conjugale, dépister des phénomènes de mortalité, faire des recommandations qui visent la prévention, identifier les tendances en matière de violence conjugale, documenter les facteurs de risque et de protection, relever certains problèmes, des lacunes, des insuffisances systémiques pour faciliter la formulation de recommandations de prévention appropriées et s'assurer de l'existence et de l'utilisation appropriée des outils, des protocoles et des méthodes d'investigation ou d'enquête de ces décès. Le comité peut aussi agir en soutien pour un coroner qui nécessite une assistance en lien avec une recommandation ou qui a un besoin particulier en lien avec un dossier de violence conjugale. C'est la définition retenue par la politique d'intervention en matière de violence conjugale du gouvernement du Québec de 1995 qui est appliquée par le comité. Elle est appliquée largement pour inclure les conjoints, ex-conjoints, les partenaires intimes et les ex-partenaires intimes, de même que les enfants de la victime, les enfants de l'agresseur et d'autres membres de la famille, parce que les décès liés à la violence conjugale, comme Myriam l'a bien expliqué, s'étendent vraiment au-delà des homicides conjugaux. Une grille d'analyse utilisée pour les travaux du comité a été élaborée au début de la formation du comité pour procéder à un examen systématique des dossiers retenus par le comité. Cette grille comprend des facteurs de risque reconnus par la littérature scientifique ou encore provenant d'outils d'évaluation du risque homicidaire utilisés par des organismes qui siègent sur le comité. Ces facteurs se regroupent sous de multiples dimensions. Alors, il y a l'historique des partenaires, leur statut économique et familial, les problématiques de santé mentale et de dépendance, les craintes exprimées par la victime, son entourage ou encore des intervenants. La source des données provient des dossiers de coroner complétés et donc les rapports qui ont été rendus publics et de leurs annexes, qui sont par ailleurs des documents confidentiels. Les annexes, on peut en nommer quelques-uns, soit le rapport de police, un rapport d'autopsie, des dossiers médicaux. Alors, les membres du comité ont accès à ces annexes-là, mais on est très, très, très prudent dans les informations qu'on dévoile dans le cadre de nos travaux et des rapports annuels parce qu'il faut vraiment s'assurer de reprendre ce qui a été rendu public et non des informations qui pourraient être confidentielles. Et le comité ne refait aucunement l'investigation du coroner dans ses travaux. Le premier rapport annuel dont je vous ai parlé l'année dernière n'adressait aucune recommandation aux organismes qui ont comme mandat d'assurer la protection des enfants. Avant de formuler des recommandations à ce sujet, les membres du comité ont jugé qu'il était nécessaire de revoir un plus grand nombre d'événements impliquant des décès d'enfants survenus dans un contexte de violence conjugale, afin de mieux cerner la problématique et proposer des moyens de détection et de prévention efficaces pour protéger cette population extrêmement vulnérable. Alors, tous les événements analysés dans le deuxième rapport annuel du comité sont des événements contemporains, mais ce sont des drames qui sont survenus dans les années qui précèdent 2018.
Il est vrai que les féminicides de conjointes ou d'ex-conjointes sont les décès les plus fréquents dans un contexte de violence conjugale. Cependant, cette violence compromet aussi la sécurité et le développement de nombreux enfants et mène au décès de certains d'entre eux. Le félicide, donc l'homicide d'un enfant par le père ou la mère, est d'ailleurs la seconde forme la plus commune d'homicide intrafamilial au Québec et au Canada, après l'homicide de la conjointe. Donc, considérant la fréquence des situations de violence conjugale et l'ampleur des conséquences sur la sécurité et le développement des enfants, qui peuvent mener au décès de certains d'entre eux, ces derniers doivent être reconnus comme des victimes à part entière de cette forme de violence et c'est le premier message de ce deuxième rapport annuel. Alors, le deuxième rapport annuel du comité se consacre spécifiquement au décès d'enfants dans un contexte de violence conjugale. Ce sont donc 11 événements menant au décès de 16 enfants qui ont été étudiés par le comité cette fois-ci pour identifier des éléments qui ont pu contribuer à ces drames afin de trouver des moyens pour prévenir la répétition d'autres décès dans des circonstances analogues. Dans les événements étudiés, il y a 7 filles et 9 garçons qui ont été tués dans un contexte de violence conjugale. L'âge des enfants s'étalait de 1 an à 15 ans et l'âge moyen était de 7 ans. Tous les agresseurs étaient des hommes. 14 enfants ont été tués par leur père biologique et les 2 autres enfants étaient nés de l'union entre la conjointe et l'ex-conjointe avec un autre partenaire. Dans 14 des 11 événements, l'agresseur a aussi tué sa conjointe ou son ex-conjointe. Les facteurs de risque les plus fréquemment observés dans ces dossiers lors de l'analyse par les membres du comité étaient les antécédents de violence conjugale envers la partenaire actuelle, les craintes de la victime envers l'agresseur, les craintes des proches de la victime envers l'agresseur, les propos et comportements stéréotypés de l'agresseur, la jalousie, la perte d'emprise sur la victime, les comportements violents non judiciarisés, les menaces de mort envers la victime, les menaces ou mauvais traitements envers les enfants, les menaces ou la violence conjugale en présence des enfants, l'absence de crainte des conséquences de la part de l'agresseur, les problèmes de santé mentale de l'agresseur selon la perception de ses proches, la séparation récente et les différences sur la garde des enfants. Par ailleurs, dans toutes les situations étudiées, des événements se sont déroulés pendant ou après une rupture entre l'agresseur et la conjointe victime de violences conjugales. Dans 3 situations, la séparation était imminente et dans les autres dossiers, le couple était séparé. Dans la majorité des cas, des ressources d'aide ont eu l'occasion d'intervenir dans les événements de violence conjugale qui ont conduit à des décès d'enfants. Ce sont les services policiers qui ont été le plus en contact avec les personnes directement impliquées, et ceci dans 7 événements, suivi de la Direction de la protection de la jeunesse dans 5 événements. À noter que selon les dossiers étudiés et selon les informations disponibles, aucune ressource d'aide pour conjoints violents ne semble avoir eu l'occasion d'intervenir dans ces situations-là. Alors, à la suite de l'analyse de ces 16 décès évitables, les membres du comité ont formulé 25 recommandations qui s'adressent à différents ministères et organismes. Les recommandations concernent, entre autres, la formation des professionnels qui jouent un rôle en protection de l'enfance, l'accès à l'information concernant les antécédents judiciaires, l'évaluation du risque homicidaire, l'importance de diriger les conjoints violents vers des ressources spécialisées en violence conjugale qui s'inscrivent dans une perspective de responsabilisation et l'importance aussi de considérer le point de vue des enfants. Je trouvais aussi important de vous partager les principaux argumentaires qui ont motivé les différentes recommandations. D'abord, les situations de décès d'enfants examinées par le comité mettent en évidence l'importance que les professionnels qui interviennent auprès de ces enfants et de leurs parents
ait vraiment une bonne compréhension de la problématique de la violence conjugale. L'importance de la formation en violence conjugale a d'ailleurs été soulignée dans de nombreux rapports au cours des dernières années, incluant le premier rapport annuel du comité de décembre 2020. Les différents rapports insistent aussi sur l'importance d'une compréhension commune de la problématique par les divers professionnels qui peuvent intervenir auprès des enfants. Les dossiers examinés par le comité suggèrent que les professionnels ont de la difficulté à bien identifier les situations de violence conjugale et les risques posés pour les enfants. Ils ont aussi de la difficulté à évaluer ces situations, surtout lorsqu'elles ne comportent pas d'agression physique récente ou lorsqu'elles se produisent dans un contexte de post-séparation. C'est aussi dans ce contexte que la violence conjugale est confondue avec les conflits de séparation. Pour cette raison, les formations sur la violence conjugale destinées aux divers professionnels devraient donc aussi aborder la notion de contrôle coercitif, pour refléter les connaissances, l'avancement des connaissances dans ce domaine, un peu comme Myriam vous a parlé tout à l'heure, et permettre une évaluation plus complète de la situation. Les formations devraient aussi aborder la violence conjugale et le contrôle qui se produisent dans un contexte de post-séparation, compte tenu des risques exacerbés durant cette période, comme les statistiques de Myriam ont montré tout à l'heure. Un certain nombre de situations examinées par le comité impliquaient une intervention de la protection de la jeunesse. Il est donc important que les intervenants et intervenantes de la DPJ bénéficient d'une formation spécialisée et continue sur l'exposition des enfants à la violence conjugale. Les formations devraient aussi inclure un module sur l'évaluation continue du risque homicidaire lié à la violence conjugale et elle devrait s'arrimer à une grille d'évaluation du risque homicidaire appliquée uniformément dans toutes les régions du Québec. Les antécédents criminels ont aussi été identifiés comme un important facteur de risque pour l'homicide des enfants en contexte de violence conjugale. Aussi, pour faciliter une identification plus rapide de l'exposition à la violence conjugale parmi les situations signalées à la DPJ, et faire une bonne évaluation de la situation de compromission, les intervenantes et intervenants assignés à la réception et au traitement des signalements devraient systématiquement procéder à une vérification des antécédents criminels des parents qui sont potentiellement des auteurs de violences conjugales. Ceci devrait se faire systématiquement aussi pour tous les signalements retenus pour l'exposition à la violence conjugale, ainsi que pour les signalements pour d'autres motifs, mais où l'un des parents a un historique de violence conjugale ou est potentiellement auteur de violence conjugale. Parmi les situations examinées par le comité, aucun agresseur ne semble avoir été en contact avec un organisme offrant des programmes destinés aux conjoints violents. Aussi, afin d'assurer la sécurité des enfants exposés à la violence conjugale, une intervention auprès des agresseurs est nécessaire dans une perspective de responsabilisation et d'arrêt des comportements violents et contrôlants. L'accès à ces services peut se faire de différentes manières, mais la DPJ et les tribunaux devraient être en mesure de diriger les agresseurs vers des ressources spécialisées et de qualité et qui s'inscrivent dans une perspective de responsabilisation. Un suivi devrait aussi être exercé lorsque les agresseurs sont dirigés vers ces programmes pour vérifier si leur participation suscite des changements réels chez les auteurs de violences. Ces services peuvent contribuer à assurer la sécurité des enfants en intervenant directement auprès des agresseurs et en collaborant à l'évaluation des situations, à l'évaluation des risques et à l'évaluation du changement chez les agresseurs. C'est au ministère de la Santé et des Services sociaux que la stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance de 2022-2027 confie la responsabilité de mettre en place un cadre de référence pour l'encadrement des pratiques d'intervention auprès des hommes auteurs de violences conjugales, et ceci en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Cette action est une bonne nouvelle
parce que l'élaboration et l'application de ce cadre de référence sont essentielles pour assurer que ces programmes soient de qualité et axés sur la responsabilisation. Par ailleurs, puisqu'il est fréquent que les références à des ressources pour conjoints violents résultent d'une ordonnance de la Cour et pour assurer un référencement optimal des auteurs de violences vers ces programmes de ces organismes, le comité croit qu'il est important de former et d'outiller les acteurs du milieu juridique, soit les avocats qui pratiquent en droit familial, en droit de la jeunesse et en droit criminel, ainsi que les juges concernant ces programmes. Comme mentionné plus tôt, 5 des événements examinés par le comité impliquaient une intervention de la DPJ. Considérant le risque homicidaire dans des situations de violence conjugale, les intervenants et intervenantes en protection de la jeunesse devraient disposer d'outils et de mécanismes pour évaluer et pour réaliser une évaluation en continu du risque homicidaire dans toutes les situations d'exposition à la violence conjugale. Aussi, lorsqu'un risque homicidaire est identifié, les cellules d'intervention rapide jouent un rôle crucial en assurant la coordination requise pour appliquer un plan d'action concerté pour protéger les victimes de violences conjugales. Tous les intervenants concernés doivent réaliser que les cellules d'intervention rapide visent non seulement à protéger les conjointes et les ex-conjointes, mais aussi à protéger les enfants. Et pour maximiser la capacité des cellules d'intervention rapide à bien protéger les enfants, le comité est d'avis qu'il est essentiel de mobiliser l'expertise de la DPJ et elle devrait donc systématiquement faire partie de ces cellules d'intervention rapide. Comme je vous ai aussi mentionné plus tôt, ce sont les services policiers qui ont été la ressource la plus en contact avec les personnes impliquées dans les situations de violence conjugale, ayant conduit à des décès, soit dans 7 des 11 cas étudiés. Dans la perspective de réunir des conditions pour que les policiers puissent agir le mieux possible dans ces situations extrêmement exigeantes, le comité croit qu'il serait pertinent pour le ministère de la Sécurité publique de poser un regard systématique sur les interventions du passé pour ainsi améliorer celles de l'avenir par le biais d'une inspection thématique de l'intervention policière en matière de violence conjugale. On sait aussi que dans les situations de violence conjugale, c'est l'accumulation de facteurs de risque ainsi que les relations entre ces différents facteurs de risque qui permettent de discerner l'émergence du risque homicidaire. Cependant, dans chaque cas, il est très difficile d'évaluer si c'est la conjointe ou les enfants qui sont le plus exposés à devenir une victime de féminicide ou de filicide. En effet, dans plusieurs situations, le filicide est la première manifestation d'agression physique envers un enfant. Par conséquent, en contexte de violence conjugale, le fait qu'un enfant ne soit pas l'objet d'abus physiques à un point dans le temps ne permet nullement de conclure que cet enfant ne deviendra pas victime d'homicide ou de toute autre forme d'agression physique. Il est donc nécessaire de prendre en compte la sécurité des enfants dans toutes les situations de violence conjugale, même en l'absence d'abus physiques. Il serait donc important pour les policiers de documenter la présence d'enfants dans le contexte familial, ainsi que les manifestations de contrôle coercitif envers la victime et envers les enfants lorsqu'une plainte est acheminée au DPCP, et ceci même lorsque les enfants n'ont pas été victimes d'un acte criminel. Finalement, dans certaines situations étudiées par le comité, les enfants avaient exprimé des craintes concernant les comportements de l'agresseur. Le comité considère donc que le point de vue des enfants est important et que ces derniers devraient avoir la possibilité d'être entendus dans le cadre des différentes procédures, puisque les informations fournies par les enfants peuvent aider les professionnels à mieux comprendre le schéma de comportement de l'agresseur et les risques pour leur sécurité et celle de leur mère.
Il y a énormément à dire sur ce sujet capital et je vous invite vraiment à aller lire le rapport annuel. Il n'est pas trop long et il se trouve sur le site Internet du Bureau du coroner. Il y a plusieurs autres considérations importantes qui sont abordées et je n'ai pas le temps ici de toutes les faire. Mais je vous dirais que je parle au nom des membres du comité pour conclure cette présentation en vous partageant que tous souhaitent vivement que les recommandations concrètes qui sont formulées dans ce rapport soient appliquées pour permettre de mieux protéger cette population vulnérable que sont les enfants exposés à la violence conjugale. Je vous remercie pour votre temps et pour votre intérêt.